En fait, je suis accusé avec 4 autres personnes de tous les dégâts qui sont passés dans cette manifestation. Donc c'est à peu près 1 million d'euros parce qu'il y a des voitures qui ont brûlé, il y a plein de choses qui sont passées. Et en gros, on est considéré comme responsable de tout ce qui s'est passé parce qu'on aurait été vu dans cette manifestation. Directement, dès le premier jour, il m'a traqué, il défonçait, c'était la manifestation Welcome to Hell. Ils ont chargé de tous les côtés, la manifestation venait à peine de commencer. J'ai vu les gens grimper, escalader les murs pendant que d'autres se prenaient les coups de matraque. T'as eu des dizaines et des dizaines de blessés à la tête très graves. Ils ont mis 30 000 policiers au G20. C'est le plus grand déploiement depuis policiers en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ces tentatives-là de criminaliser l'ensemble de tout ce qui peut se passer dans une manifestation, ça s'est déjà vu historiquement, et en fait, c'est dans des moments de répression très forts. Et suite à des grandes grèves en 1894, il y a aussi eu à un moment donné des lois scélérates, où c'est la première fois qu'on étend un peu de manière floue des délits de provocation indirecte. Pas forcément directement ce que tu as fait, mais des trucs indirects. Après, il y a eu la création de l'association de malfaiteurs qui permet de criminaliser tout membre d'une organisation formelle ou informelle. Et après, il y a la loi anti-casseurs de 1970, suite aux manifestations dans les années 68. Elle permet d'inculper tout participant à une manifestation violente, quand bien même cette personne n'aurait commis aucune dégradation. Et pareil, ça avait fait un gros tollé aussi, puis finalement ça a été abandonné. Et c'est très important de se battre en fait contre cette conception de complicité et de t'accuser de choses que tu n'as pas personnellement faites. La justice allemande, elle me reproche d'avoir jeté 2 bouteilles de bière vers la police. On voit sur une vidéo que les bouteilles de bière n'ont pas réussi à atteindre les policiers. Ensuite, 2 pierres vers un canon à eau. Et une autre manifestation qui s'est passée sur l'Elbe-Chaussee. C'est un quartier bourgeois de Hambourg, un des plus riches. Et où là, en fait, je suis accusé avec 4 autres personnes de tous les dégâts qui sont passés dans cette manifestation. Donc c'est à peu près 1 million d'euros parce qu'il y a des voitures qui ont brûlé, il y a plein de choses qui sont passées. Et en gros, on est considéré comme responsable de tout ce qui s'est passé parce qu'on aurait été vu dans cette manifestation. Moi, il y a une différence, ils veulent m'accuser aussi d'avoir fait quelque chose, mais en fait c'est complètement flou parce que on n'arrive pas du tout bien à voir. Et là-dessus, j'ai justement envie de dire quelque chose par rapport à ça, mais j'accepte en fait d'en parler seulement si, donc si c'était moi, si c'était pas moi, s'ils ont confondu. C'est en gros une accusation d'un pétard dans une banque. Et ça, j'accepterai d'en parler seulement à partir du moment où l'accusation se limitera à ce que j'ai personnellement fait. Parce que pour le moment, on m'accuse en fait de tout ce qui s'est passé, tous les dégâts. Et ça, je refuse en fait cette conception. Pour moi, chacun est responsable de ce qu'il fait et je peux pas être responsable des actes d'une autre personne en fait. Je suis pas dans sa tête et je peux pas répondre de ça en fait. Et j'ai pas envie de m'en excuser non plus parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc si je m'en excuse, en fait ça serait accepter l'accusation. Donc ça aussi je refuse de le faire. Le procureur utilisait souvent l'argument de dire que c'est comme un cambriolage, quand on arrête quelqu'un, on va même si c'est pas lui qui a fait tous les cambriolages mais qui a participé au cambriolage, on va le condamner de tous les cambriolages qui sont passés. Le problème c'est que là on est dans une manifestation, on n'est pas dans un cambriolage, les gens ne se connaissent pas entre eux, donc il n'y a pas du tout ce truc aussi d'organiser ou d'organisation comme ils voudraient le faire croire. Je pense qu'ils veulent faire peur. C'est une manière de faire un exemple et pour essayer de calmer les ardeurs d'autres personnes ou dans les prochaines manifestations en fait, et aussi pour entériner des nouvelles méthodes parce que c'est des méthodes qui font débat. Il y a aussi d'autres personnes qui ont été arrêtées en Suisse par la police suisse et au moment où ils allaient livrer en fait à l'Allemagne, ils ont regardé un peu les chefs d'accusation. Là ils ont dit ah ouais non mais c'est quand même un peu bizarre là, vous accusez de tout ce qui s'est passé dans une manifestation, c'est pas clair en fait les accusations contre les ressortissants suisses, nos citoyens suisses. Donc en fait les autorités suisses ont refusé de délivrer les personnes arrêtés à l'Allemagne, ce qui fait qu'ils sont en liberté en Suisse, et s'ils quittent la Suisse par exemple, ces gens-là, ils sont sous coup de mandat d'arrêt, donc dans toutes les directions quoi. Donc ça montre aussi qu'il y a vraiment déjà aussi des grosses questions, c'est pas seulement moi qui le dis en fait, c'est aussi la Suisse, c'est aussi en fait une conception, et comme je disais, historiquement c'est des volontés vraiment de réprimer et de faire peur, parce qu'après tu peux aller en manifestation en fait, tu sais même pas ce qui peut se passer à côté de toi, si tu peux être considéré des violences qui se passent à côté de toi, donc c'est vraiment complètement délirant. Les médias ont énormément participé à cette criminalisation, et on voit par exemple des médias qui ont chiffré la romantisation du terrorisme de gauche doit cesser. On a un niveau quand même. Et à côté, t'as le même article, Steve Welt, qui titre par rapport au Venezuela, une femme qui jette un projectile, et elle dit, le titre c'est « Elle est la plus belle protestataire du Venezuela ». Voilà. Donc en fait on est sur la même photo, avant c'est une photo de quelqu'un qui jette un projectile au G20, quelqu'un qui jette au Venezuela. Et pour un même fait, on voit que c'est catégorisé de différentes manières, de manière héroïque ou de manière totalement terrorisme. Donc ils ont participé à créer cette criminalisation
et par le choix des images, le choix des montages médiatiques d'images, le choix de ne pas montrer les violences policières, le choix de ne rien considérer et de pas exprimer en fait que souvent bah oui c'est parce que la police était là, la police était violente, qu'il y a aussi eu ces réponses et toutes ces émeutes à Hambourg. Donc c'est complètement dirigé et partisan quoi. Et les journaux aussi qui ont publié des photos, enfin un seul journal conservateur qui a publié des photos des manifestants qui jetaient des projectiles vers la police et qui demandaient des appels à délation quoi. Le G20 c'est un concentré de violence, tous les trafiquants d'armes, c'est le système capitaliste, c'est les 20 pays les plus riches. Je veux dire il y avait Erdogan aussi qui était là, je veux dire après il va défoncer les Kurdes. Il y avait la Chine qui était là, après il y aura les manifestations de Hong Kong qui seront réprimées, il y a les États-Unis qui sont là, après on voit tout ce qui se passe avec le racisme, enfin je veux dire, il y a juste un condensé d'ultra violence en fait représenté par toutes ces personnes. Du coup c'est hyper intéressant parce que moi en plus on m'accuse de port d'armes, enfin c'est complètement ridicule, alors que justement c'est les États qui sont les plus grands trafiquants d'armes. Moi je me suis fait arrêter 2 mois avant les Gilets jaunes. Et j'ai entendu parler des Gilets jaunes en prison, j'ai commencé à voir les images, mais c'était des images médiatiques, je voyais pas vraiment les images des violences policières. Mais petit à petit ça a percé, et au bout de plusieurs mois je crois qu'ils en parlaient aussi un peu plus et je recevais des journaux, comme CQFD ou le Canard enchaîné. Je pense que c'est une violence qui existait déjà auparavant. Elle existait déjà auparavant dans les quartiers populaires. Tout ce qui est violence policière, flashball, expérimentation de contrôle. Et là ça s'est exporté parce qu'il y avait cette perte de contrôle aussi dans les manifestations. Des manifestations qui débordent, qui visent en plus les lieux de pouvoir. Je dirais en fait que c'est plus un prolongement. Maintenant elle s'exprime à l'encontre d'une plus grande part de la population. Parce qu'une plus grande part de la population a décidé de se révolter avec les Gilets jaunes. C'était aussi un choix politique je pense des États d'utiliser ces moyens de répression pour faire mal et pour briser la révolte. Je pense que naturellement, parce que la répression policière elle amène souvent à l'incarcération. Que les deux vont se connecter assez rapidement. Et la critique de la police qu'on voit par exemple aux États-Unis, à Seattle avec les zones autonomes sans police, où c'était aussi le cas par exemple au Mexique, après qu'il y a eu un quart d'étudiants qui avaient été tués par une connexion entre les cartels de la drogue et la police pour éliminer des opposants politiques. Et du coup, des gens se sont révoltés au Mexique et ont décidé d'enlever la police de leur ville et de s'auto-organiser en réfléchissant des alternatives. Donc je pense que ça va être de plus en plus présent dans l'esprit des gens. Ils vont beaucoup plus faire la connexion, ah oui, bah en fait c'est la police qui arrête, et après ça va en procès, et après il y a des gens qui se retrouvent en prison. Donc en fait, il faut aussi aller au niveau carcéral. Qu'est-ce qui se passe au niveau carcéral ? Et au niveau carcéral, c'est juste hallucinant, on parle toujours, et ça c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'on a plein d'émissions à la télé, de propagande télévisée sur les policiers, des reconstitutions, du coup ils choisissent la scène qu'ils veulent, reconstituer, qui est clairement pro-police tout le temps, constamment, même les émissions aussi sur les meurtres, les émissions policières, qui les mettent en héros, alors qu'en fait concrètement les gens en prison, je suis vraiment gentil quand je dis 5%, mais c'est moins de 5%, des gens qui sont en prison pour viol ou assassinat. Et le reste, en fait, l'immense majorité. Donc en fait, des gens, on utilise toujours ces arguments-là, mais en fait, la majorité des gens en prison, c'est des gens qui viennent des classes pauvres et que c'est la condition sociale qui les amène à se retrouver en prison. Parce que si ce n'était qu'un choix individuel, de voler, de pas voler, de faire telle ou telle chose, de se mettre à dealer de la drogue ou de pas dealer de la drogue, si ce n'était qu'un choix individuel, on aurait la même proportion de riches que de pauvres en prison. En luttant contre la répression policière, on va nécessairement arriver très rapidement à devoir lutter aussi contre la répression judiciaire et contre l'incarcération. Pour moi, une société plus juste, avec une répartition meilleure des richesses, et dans le sens aussi par exemple dans vraiment une limitation on pourrait beaucoup moins travailler si on se partageait beaucoup plus, parce que par exemple maintenant tu travailles toute la semaine, tu te tues au travail parce que tu as besoin d'avoir de l'argent, mais si on partage plus équitablement les richesses, bah du coup tu pourrais travailler par exemple que 2 jours par semaine pour avoir la même somme que tu tuais avant pour une semaine quoi. Donc ça c'est ce qui s'était par exemple passé aussi en Ukraine avec la révolution ukrainienne de la Makhnovchina, donc les ouvriers qui ne travaillaient plus que 2 jours par semaine au lieu d'avant, tout ce qu'ils faisaient complètement ils se tuaient au travail, parce qu'ils se partageaient équitablement la richesse et ils proposaient même au patron, bah si vous voulez maintenant vous pouvez travailler comme nous, le même labeur, et on est en coopération quoi, et on n'est plus dans une exploitation.